monde et bienvenue. Non presque, presque. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live récap de 205 Live d'abord, NXT UK ensuite et SmackDown enfin. J'espère que tout va bien pour vous. Désolé, on commence un tout petit peu tard aujourd'hui parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques. Ma connexion a l'air un peu approximative, donc normalement le son est nickel. Si c'est comme d'habitude, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais aller vite fait sur le chat voir si vous m'entendez bien. Normalement le son est nickel. Vous allez peut-être avoir des petits bugs de caméra, mais enfin c'est le cinquième, je crois, live que je fais comme ça. Donc je pense que vous êtes, voilà, vous êtes rodés. Vous êtes rodés. Pouf, pouf, pouf. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce que je raconte et si jamais et je répondrai à vos questions à la fin de chaque récap. On va récapituler 205 Live, je réponds à vos questions sur 205 Live, NXT UK, je réponds à vos questions sur NXT UK et SmackDown et je réponds à toutes les questions qui restent sur SmackDown. Et sur tout le reste, du coup, toutes les questions qui restent d'une façon générale. Je suis pas encore tout à fait à l'aise, hein. Ça vient, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors commençons par 205 Live. À 205 Live, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué le Dusty Rhodes Tag Team Classic, qui est un tournoi qui a lieu en ce moment, un tournoi pour les équipes, voilà. Qui a commencé à NXT cette semaine et qui se poursuit donc à 205 Live puisque les rosters de 205 Live et de NXT sont mélangés, sachant que 205 Live c'est la division pour léger. Donc tous ceux qui font moins de 205 livres. Donc ma bibliothèque ne pourrait pas concourir. Je devrais pas faire ce genre de tête parce que des fois ça frise, donc je peux être frisé dans des postures... Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a eu, pour ceux qui suivent pas, ça a été Legado del Fantasma contre les Bollywood Boys. Alors, le premier que vous voyez à gauche, c'est Santos Escobar, qui est l'actuel champion cruiserweight et qui accompagnait sur le ring les deux autres membres de la faction Legado del Fantasma, donc dans l'ordre Raúl Mendoza et Joaquin Wilde, qui eux donc étaient sur le ring, qui eux combattaient contre les Bollywood Boys qui sont les jobbers de service. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des Bollywood Boys, excusez-moi. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des Bollywood Boys, donc je vais pas me répéter à chaque fois, mais globalement, ça fait 3 ans qu'ils sont pas pris au sérieux. Il y a vraiment beaucoup de boulot pour que je commence à les prendre au sérieux. Et dans ce match-là, à plusieurs moments, je me suis dit, ils vont peut-être gagner. Mais au lieu de me dire, ah c'est chouette, ils vont enfin peut-être gagner, je me disais, ce serait vraiment moche pour Legado del Fantasma que de se faire battre par les Bollywood Boys. Donc c'est pas encore efficace. Du coup le match était un peu couru d'avance, donc Legado del Fantasma a gagné. Le match était bien. Le match était en anglais il dirait decent, mais j'ai pas de correct, on va dire ça, on va dire correct. Donc du coup correct, c'est un C, donc on va passer sur le tableau. Vous pouvez dire bonjour au tableau. Bonjour. Ah, oh, il est là. Vous pouvez dire bonjour au tableau. On va passer au tableau et on va noter les matchs. Donc je lui ai mis un C+, parce que j'ai une petite lueur d'espoir. Je me suis dit peut-être que je vais commencer à croire un petit peu aux Bollywood Boys. Mais bon, on est encore loin du gros kiff. Santos Escobar était là en tant que manager, donc ici, le 12. Et les Bollywood Boys, ils sont ici. Et donc les Bollywood Boys sont éliminés du tournoi. Ensuite, nous avons eu une courte promo de... J'adore cette équipe. Je me demande si c'est pas mon équipe préférée en ce moment à la WWE. Dans le sens, mon... juste équipe, c'est-à-dire une unité de 2. Ma faction préférée, c'est Undisputed Era. Mais mon équipe préférée, je me demande si c'est pas eux. Drake Maverick et Killian Dane, qui se font appeler Drake et... Killian et Drake, je crois, ou Drake et Killian. Non, Drake et Killian. J'adore le fait qu'ils s'appellent par leur prénom, que le nom de l'équipe, ce soit les prénoms. Parce que ils ont cette fait. Drake Maverick est très enthousiaste à l'idée de faire équipe avec Killian Dane, et Killian Dane, ça le saoule un peu. Parce que il aime bien Drake Maverick, mais il le tolère, quoi. Et du coup, Drake Maverick met beaucoup trop d'enthousiasme dans l'équipe, et du coup, c'est très drôle. J'adore cette équipe. Là, en l'occurrence, Drake Maverick lui montre, regarde, on est habillé pareil, c'est trop cool. Et puis en plus, comme tu m'as demandé, j'ai changé notre musique d'entrée parce qu'ils avaient une musique, très très libre de droit, j'ai envie de dire, qui fait
Voilà. Mais ça siffle dans la musique, hein. C'est pas moi qui imite ça siffle dans la musique. Donc ça fait vraiment. Je crois qu'elle s'appelle Best Friends Forever, leur musique. Bref. Et du coup, Drake Maverick fait écouter sur son portable leur nouvelle musique. Et t'as un vieux riff de métal avec le chanteur qui fait. Voilà. Du coup, Kylian dit ouais, non, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, j'en ai assez entendu, on va aller sur le ring. Donc la musique commence parce qu'ils avaient un match donc hop là contre Kurt Stallion et August Gray, donc dans l'ordre Killian Dane, Drake Maverick, Kurt Stallion et August Gray. Et donc Killian Dane arrive, il y a la grosse musique de métal et juste au moment où Killian commence à descendre la rampe, ça reprend sur le sifflement. C'est juste qu'il y a une grosse batterie de métal sur la musique un petit peu printanière. Et des fois, il y a des gros riffs de guitare. Enfin, j'aime beaucoup leur musique parce que ça leur correspond très bien. C'est deux trucs qui ne devraient pas fonctionner et qui fonctionnent très très bien. Et ce match-là, je l'ai trouvé très cool. Parce que, globalement, Killian Dane, il se sert de Drake Maverick comme arme. Et c'est une dynamique que j'aime bien, qu'on voit pas souvent dans les équipes. Il lance Drake Maverick sur les adversaires. À un moment donné, Drake Maverick va pour sauter et il dit à Killian, tu sais quoi? Non, vas-y, toi, tu sautes. Killian, il se fait OK, il prend son élan, il s'arrête et il dit, non, toi, tu sautes. Et il prend Drake et il le jette par-dessus la troisième corde sur leurs adversaires. Bah, le match était très... Enfin, voilà, le match était drôle, quoi. Leur union est drôle, leur équipe est drôle. Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne très bien. Et j'ai mis un B au match. Et j'allais dire, évidemment, Drake et Killian ont gagné. Drake et Killian ont gagné quand Killian Dane a fait un powerbomb sur Kurt Stallion, je crois. Et ensuite a fait un powerbomb sur Drake Maverick sur Kurt Stallion. Voilà. Il a posé Drake Maverick sur leur adversaire pour le compte de 3. Je trouve ça très drôle. Enfin, très drôle. C'est pas se taper le cul par terre non plus, mais je trouve ça marrant. Écoutez, je trouve ça marrant. Et on remarquera tous ensemble que Killian Dane pèse sans doute beaucoup plus que 205 livres. Ça équivaut à 100 kilos à peu près. Killian et Gray et Stallion qui sont donc éliminés du tournoi. Voilà. Et comme toujours, je mets les points de bonus en ne me trompant pas de colonne aujourd'hui, parce que la dernière fois, je me suis trompé de colonne. J'ai mis 3 points, évidemment, à Drake et Killian. Hop là, ici. J'ai mis 2 points aux Bollywood Boys, parce que je vous ai dit, j'ai eu l'impression qu'ils s'en sortaient un tout petit peu mieux cette semaine, que j'avais un petit peu envie d'y croire. Et j'ai mis 1 point à Mendoza et Wild, l'équipe de Legado del Fantasma. Ici. Pouf. Voilà. On va passer à vos questions. Mais généralement, vous n'avez pas de questions sur 205 Live. On va regarder vos questions, mais je me fais pas trop d'illusions. Oh, nous avons une question. Ah bah oui, Elidolo Gomez est parmi nous, donc nous avons des questions. Elidolo Gomez me demande, pour ceux dont c'est le premier live, ce serait improbable parce que là, bon, vous êtes 42, a priori, on est entre habitués. S'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à vous faire connaître et les autres vous diront bonjour, vous diront bienvenue. Elidolo Gomez me demande, question 205, enfin plus ou moins, t'as pas besoin de nous dire dans quelle catégorie il y a la question parce qu'on les range par catégorie. D'ailleurs, c'est encore Wistouille qui me passe vos questions aujourd'hui, merci à lui. À ton avis, faudrait-il enlever la mention NXT dans le titre du championnat Cruiserweight étant donné que Santos Escobar va quand même pas mal à 205 et que c'est quand même la division des Cruiserweight. D'ailleurs, est-ce que tu ne trouves pas que 205 est vraiment devenu l'équivalent pour NXT du main event pour le main roster si tu comprends la comparaison? Faudrait-il enlever la mention NXT dans le titre du championnat Cruiserweight? Non, parce que le roster de 205 Live est intégré au roster de NXT. Et du coup, le titre Cruiserweight fait partie des ceintures défendues à NXT. Étant donné que Escobar va quand même pas mal à 205. Mais en fait, 205 Live est une émission, j'ai envie de dire, une émission presque secondaire de NXT. Les catcheurs de NXT apparaissent sur de 205 Live apparaissent sur NXT. Kylian Dane apparaît nettement plus à NXT qu'à 205 Live, mais là il était là parce que c'était le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Est-ce que tu ne trouves pas que 205 est vraiment devenu l'équivalent pour NXT de Main Event Oh non. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre. Je ne peux pas te laisser dire ça. Main Event est une émission globalement contractuelle, c'est-à-dire que la WWE a des contrats avec certaines chaînes, Hulu je crois. Du coup ils sont obligés de faire un show d'1 heure qui ne sert vraiment à rien, dans lesquels il y a beaucoup de récaps et généralement 2 matchs qui peuvent être très bons, mais qui ne font avancer rien. C'est vraiment 2 matchs exhibition, quoi. Jusque-là, ça ressemblait beaucoup à ça, Main Event.
Je suis absolument pas d'accord parce que 205 Live a des histoires qui avancent, enfin des storylines qui avancent. Participe, tu vois, je verrai pas l'avancement du Dusty Rhodes classique, du Dusty Rhodes Tag Team classique dans le à Main Event. Donc non, pour moi ça n'a absolument rien à voir. Main Event c'est vraiment une émission qui ne sert à rien. Main Event c'est plus, si tu veux faire une comparaison, je serais plus entre AEW Dark et Main Event. Parce que dans AEW Dark, il y a, alors certes il y a des storylines qui avancent, mais c'est des storylines très très secondaires qu'on voit jamais à AEW Dynamite. Alors que voilà, à 205 Live, les choses avancent. Pour moi, c'est le point clé qui fait que. Puis surtout, 205 Live, ils ont un roster dédié, ils ont une division dédiée, que Main Event, ça peut être n'importe qui. Donc non, la comparaison n'est absolument pas pertinente d'après moi. Voilà, voilà. On va continuer avec NXT. Ah, mais. C'est parce que j'ai quitté OBS et j'ai relancé OBS. Bon, de toute façon, hein. Avec NXT UK, le premier match qui a été bizarre. Alors là, j'ai mis les noms et puis je me suis rendu compte que ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'ai laissé tomber. Ah, d'accord. Excusez-moi, j'ai été interrompu par Wistui qui m'a envoyé un message sur Discord. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le document. Attendez, bougez pas, parce que j'ai quelqu'un d'autre sur le document des questions. Donc je pense que c'est pas Wistui et que c'est Quintax qui est là, qui me passe les questions. Voilà, c'est ça. C'est le genre de truc qu'il vaut mieux éviter. Donc c'est Quintax qui me passe vos questions. Je pensais que ce serait Wistouille, mais je me suis égaré, je me suis trompé. Bon, effectivement, c'est Quintax qui m'a contacté. Oh là 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 là, du coup, voilà, petite rectification de ma part. Je gère déjà pas super bien les lives quand tout se passe très bien. Alors, dès qu'il y a un petit imprévu, qu'est-ce que... Faut pas que je fasse ça, des fois ça frise. Bon, bref. Alors, NXT UK. NXT UK. Ça a commencé avec Joe Coffey contre Sha Samuels, qui s'est présenté au départ comme Ed Harvey. Donc le match c'était Joe Coffey contre Ed Harvey. Et au milieu du match, ce gars-là, donc, qui porte un gros slip de catcheur avec des bretelles, ça va pas à tout le monde. Ça lui va pas à lui. Ce gars-là a pris un micro, au milieu du match, ce gars-là a pris un micro et a dit... non, je suis pas venu ici pour être Ed Harvey, ok? Je suis Sha Samuels. Tout le monde sait que je suis Sha Samuels. Tu sais que je suis Sha Samuels. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est... j'allais dire de deux choses l'une, soit c'est improvisé, soit c'est... soit c'est un shoot, comme on dit, soit c'est un work. Pour ceux qui sont pas familiers avec le vocabulaire, shoot, ça veut dire, ah, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que le gars... pendant le match, s'est dit je vais la faire à l'envers au booker, je vais prendre un micro parce qu'ils ne pourront pas m'arrêter pendant le match et je vais dire je refuse de changer de nom, je veux garder mon nom sur la scène indépendante. Soit c'est un work, c'est-à-dire c'est depuis le départ c'est voulu, c'est-à-dire que dans son scénario de match il y avait écrit et là à ce moment-là tu prends le micro et tu dis non je rejette mon nom d'esclave, je suis Sha Samuels. J'imagine que l'idée c'était que soit on pense que c'est un shoot, soit on pense que c'est un shoot scripté, quoi, un work shoot, on va dire. Dans les deux cas, il passe pour ça passe pour un gros manque de professionnalisme. C'est-à-dire que le gars, plutôt que de régler ce genre de trucs en backstage, les règle là. Et alors on peut se dire, ouais, mais quelqu'un qui rejette comme ça l'autorité, ça peut être un peu cool, ça peut être un peu sympa. Le problème, c'est que là, ça faisait vraiment caprice. Et si le gars était bon au micro, enfin, je sais pas ce qu'il vaut au micro parce qu'on a juste eu ça. Mais s'il avait fait une promo vraiment excellente où il avait dit, quelque chose d'édifiant, quoi. Où il avait dit, vous n'aurez pas mon identité, j'en sais rien, quoi. Où il aurait dit quelque chose. Que là, ça faisait vraiment... voilà, vraiment, juste, le gars était énervé et il a beuglé et on comprenait rien de ce qu'il disait en plus. Et en plus, Sha Samuels, enfin, c'est un nom de merde, quoi. Ed Harvey, c'est pas génial. Sha Samuels, c'est pas génial non plus.
très mauvaise exécution. Quoi qu'ils aient voulu faire, c'est une très mauvaise exécution. Et en plus, Joe Coffey a gagné. Voilà, donc Sha Samuels, bienvenue. Il va falloir... il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot. Je vais noter tout ça. Ah, est-ce que j'ai pensé à mettre Sha Samuels sur mon tableau? Je ne pense pas. Ah là 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 là. Ah, vous êtes 66, c'est rigolo. On a gagné 20 viewers. Je vais vérifier très vite si j'ai pensé à mettre Shanna, Sean Spears. Je suis pas sur la bonne division. Il faut pas que je cherche ça, faut que je cherche ça. J'ai pas pensé à le mettre. Donc on va le mettre maintenant, c'est pas grave. Hop là. Ici, dans cette division-là. Hop là. Ah, il faudrait que je les range par storyline, les gars de NXT UK. Mais en fait, NXT UK, ils sont pas très très nombreux. Donc du coup, c'est pas gênant. Si, alors attends, parce qu'il faut que je le mette là. Faut que je le mette. Je le fais parce que sinon je vais oublier. Je vais le mettre là, hop. Dans le... là où je mets les notes du mois. Et je vais le mettre ici, là où je mets les notes de l'année. Hop là, voilà. Excusez-moi. J'aurais dû penser à faire ça avant. Youp. Alors. Et donc au niveau de la note, je vous ai dit, j'ai mis un... Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai mis un C au match. C'était pas... voilà. Si le but c'était de nous présenter Sha Samuels, il est présenté. Il est présenté. Je vais pas l'oublier rapidement. Mais ça sera le gars qui a fait son caca nerveux et qui a perdu ensuite. Pour l'instant, c'est ça, Sha Samuels. Donc, on verra où ça ira. Ensuite, nous avons eu un petit instant Sid Scala dans son bureau qui se fait aborder par l'équipe Pretty Deadly, parce qu'ils sont pretty et ils sont deadly, qui disent ouais, il est temps qu'on ait un match pour le championnat par équipe. Sid Scala leur dit, vous inquiétez pas, vous aurez un match pour vous qualifier, je crois que c'est un match pour vous qualifier pour un match pour le titre, contre... alors attends, parce que ça va être un match à 4 équipes. Il y aura The Hunt. Vous allez voir The Hunt, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous faire un choc. Flash Morgan Webster et Travis Banks. Non, c'est pas Travis Banks, c'est... non, Travis Banks, il a été viré. Flash Morgan Webster et la personne avec laquelle il est en équipe. Il y aura un match à 4 entre toutes ces équipes-là, entre ces 4 équipes, donc Pretty Deadly, The Hunt, Webster et Andrews. Voilà, je savais que si je le disais vite. Ah bah de toute façon, je vais regarder sur mon tableau. Hop là. Andrews et Webster et... Ah bah bien sûr, Oliver Carter et Ashton Smith. Je dis bien sûr parce qu'ils ont eu leur petit segment après. Ensuite, nous avons eu, ça j'ai beaucoup aimé, Rampage Brown qui fait des squats avec un gros poids sur ses épaules. Là-dessus arrive Dave Mastiff qui lui dit « Hey, tu t'en sens bien pour l'instant? Mais tu sais ce qui me manque dans ta vie? Un vrai challenge. Viens là, on se tape. » Donc du coup, ils vont avoir un match la semaine prochaine si j'ai bien suivi. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette promo, c'est que Dave Mastiff a fait le squat avec les poids que portait Rampage Brown. T'avais l'impression qu'il soulevait rien. C'était un peu flippant. Genre, quand tu fais des efforts, tu serres les dents, tu respires, enfin voilà, tu constantes ta respiration. Que lui, rien n'a, mais comme si il portait, comme si moi je portais un chat sur mes épaules, quoi. Pareil. Non, parce que je pense que faire un squat me demanderait plus d'efforts que lui faire un squat avec je sais pas combien de kilos sur les épaules. Dave Mastiff est très impressionnant. Ensuite, nous avons eu... Ah, vous vous rappelez la semaine dernière quand je vous disais que le match allait être un peu prévisible parce que Tyler Bate et Sam Gradwell sont pas du tout dans le même tir à NXT UK et que c'est d'ailleurs un problème assez récurrent à NXT UK. Tyler Bate a gagné de façon très décisive, mais j'ai quand même mis un B- je crois à ce match-là. Ouais, je lui ai mis un B- parce que c'est un vrai... Enfin, c'est un plaisir de voir Tyler Bate catcher. Ça faisait un petit moment qu'il était parti. Là, il vient de revenir et c'est un des meilleurs catcheurs de NXT UK. Si vous avez l'impression que j'accélère, c'est parce que j'accélère. Parce qu'après, on a tout SmackDown et il s'est passé beaucoup de choses à SmackDown. Et en plus, j'ai très envie de vous parler du main event de NXT UK. Mais voilà, très bon match.
Ensuite, nous avons eu la fameuse promo dont je vous parlais. Sid Scala est arrivé en coulisses pour dire à Ashton Smith et Oliver Carter qu'ils seraient dans un Fatal 4-Way la semaine prochaine pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre par équipe de NXT UK. Ils sont nuls au micro, les deux, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ça fait partie des équipes un peu molles, on va dire ça comme ça, de NXT UK, c'est-à-dire ils sont là, ils vont probablement jamais gagner, mais ils sont là. Voilà, ils font partie des meubles, quoi. Ensuite, nous avons eu le retour d'Ilya Dragunov. Ilya Dragunov qui change un peu son personnage étant donné qu'il a enlevé les lentilles de ses yeux. Mine de rien, ça change quand même pas mal son look. Il est allé voir Jack Stars. Jack Stars qui est le jobber désigné, c'est-à-dire le gars qui ne gagne effectivement jamais, mais jamais. Voilà, c'est le gars. Quand un nouveau venu arrive, genre quand Rampage Brown est arrivé il y a quelques mois, sa première victime, j'allais dire son premier adversaire, ça a été Jack Stars. Parce que Jack Stars, c'est le gars qui peut sauter très haut, qui peut bien mettre en avant les catcheurs qui arrivent. Donc là, Ilya Dragunov est allé le voir en lui disant écoute, je sais que t'es vraiment un dur à cuire, t'as pas du tout à me convaincre. Comme tu le sais, je me suis fait péter le cul par Walter. Et j'aimerais bien qu'on se réaffronte, histoire de... Enfin voilà, globalement, Ilya Dragunov recommence son cycle, repart en bas de l'échelle. Et le bas de l'échelle, c'est Jack Stars. Voilà. Mais ça a été un échange cordial où ils ont été... ils ont tous les deux été sympas l'un avec l'autre. Ensuite, on a eu un face-à-face entre Kylie Ray, la championne actuelle, et Ginny, l'aspirante numéro 1 au titre. Ginny qui était accompagnée donc de Joseph Connors qui l'a aidé dans son match de qualification la semaine dernière contre Piper Niven. J'ai bien aimé un truc et j'ai pas du tout aimé un autre truc dans cet échange. Du coup, je lui ai mis un C. D'ailleurs, on va passer à ça là tout de suite. Le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que Ginny a fait remarquer à Kylie Ray que elle serait pas championne si ça n'avait pas été avec son aide. Et c'est vrai. C'est-à-dire que Kylie Ray a eu un match contre Piper Niven le mois dernier et elle était mal barrée, on va dire ça comme ça, elle était mal barrée jusqu'à ce que Ginny intervienne et mette un taquet avec une chaise, je crois, à Piper Niven, et Kylie Ray en a profité pour voler la victoire. Donc ça, c'était bien vu. Je me suis dit, effectivement, t'es championne et tu le dois un peu à Ginny. Et en plus, là où c'est un peu intriguant, c'est que maintenant Ginny est aidée de quelqu'un. Et ça, c'est un nouveau facteur. Et du coup, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. C'est une bonne chose. Le truc que j'ai vraiment pas aimé, par contre, c'est que Ginny a dit à Kylie Ray t'es jalouse parce que t'as pas ce qu'il faut pour être championne. Et je me dis, t'es quand même consciente que t'es en train de parler à la championne qui a le règne le plus long avec le titre féminin de NXT UK. Oh. La Covid est passée par là, donc du coup, il n'y a pas eu de show pendant 4 mois, donc ça a allongé artificiellement son règne de 4 mois. Mais pas ce qu'il faut pour être championne, faut l'assumer, celui-là. Parce que, bon, donc j'ai trouvé ça très maladroit, ça. Mais bon, c'était une promo, tout ce qu'il y a de plus... Je vais te battre. Ah ouais, bah ça m'étonnerait. Voilà, c'était typiquement ça. Il s'est pas passé grand-chose dans cette promo-là. Ensuite, nous avons eu... Ah, et ils sont là. Ils sont magnifiques. Je sais pas, je suis très ambivalent à leur sujet. Alors, nous avons Eddie Dennis au milieu, c'est le gars qui a l'air très content. Et nous avons The Hunt devant, avec Primate à gauche et Wild Boar à droite. Je traduis Primate à gauche et Sanglier Sauvage à droite. Alors, j'adore The Hunt. Les deux devant, je les adore. Leur gimmick, ce sont des bêtes sauvages. Et je me dis, bon, efficace. Ok, il n'y a pas de souci, je vois très bien. Mon souci, c'est que Eddie Dennis, derrière, donc qui a rejoint, ils ont formé une faction l'année dernière, son truc à lui, c'est qu'il est censé être très intelligent, et mon gros problème, c'est qu'ils savent pas le booker, et que du coup, plutôt que ce soit lui qui a l'air intelligent, c'est surtout qu'il fait passer les autres pour des cons, quoi. C'est genre, il va utiliser un stratagème tellement malin, et en fait, le stratagème tellement malin, c'est un truc hyper évident, et tu te demandes pourquoi le gars en face a pas vu venir le truc.
Je vous donnerai des exemples précis de ça quand ça arrivera. Mais voilà, j'ai un petit souci. Et surtout que Eddie Dennis est dans son approche. Je suis l'homme qui dompte la nature, les bêtes sauvages, elles sont à l'aise dans le chaos parce qu'elles ne connaissent que ça. Ouais. Ouais. Donc Eddie Dennis, je suis un peu mitigé, je suis un peu voilà. Mais The Hunt, juste The Hunt, je les adore. Je les trouve, en plus ils sont assez impressionnants. Enfin, je les aime beaucoup. Le match qui a donné son titre à ce live est clairement le match de la semaine, sans aucun doute, sans beaucoup de concurrence. Il y a quelques autres matchs qui ont été bons cette semaine, notamment le main event de Dynamite et le match MSK contre Isaiah Swerve Scott et Jake Atlas. Mais le match de la semaine, c'est Walter contre A-Kid. Donc je vous ai dit la semaine dernière, je pense que je vous ai dit, Walter va probablement bouffer A-Kid, parce que A-Kid avance trop vite dans sa carrière. Et oui, c'est à peu près ce qui s'est passé. Mais le match a été bien construit parce que ça a commencé avec... En fait, ça a été Oberyn Martell contre la montagne. Voilà, dans Game of Thrones. A-Kid a commencé agile, a commencé souple et a commencé intelligent, c'est-à-dire qu'il s'en est pris à la jambe gauche de Walter. Toujours. C'est-à-dire qu'il avait un objectif, faire tomber Walter, pour qu'il ne puisse plus se servir de sa jambe gauche. Et un autre objectif en même temps, ça a été d'énerver Walter. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une bonne stratégie d'énerver un ours, mais voilà. C'était sa stratégie. Et ça a marché, Walter a fini énervé. Et A-Kid s'en est vraiment bien sorti, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Walter essayait de lui faire une prise, A-Kid avait toujours un contre, soit un contre qui se terminait en petit coup de latte derrière la cuisse gauche, soit en prise de soumission. Enfin voilà, A-Kid avait toujours toujours la bonne parade, toujours la bonne idée. Et il gagnait très nettement au début. En fait, parce que Walter, à chaque fois qu'il arrivait à en mettre une, bah, c'était contré. Et du coup, bah, voilà, Walter était totalement impuissant. Jusqu'à ce que... j'ai hésité à vous mettre un petit extrait filmé. Je me dis, si je commence à mettre des extraits filmés... Mais un extrait filmé très très court, juste un coup. Mais je me dis, si je commence à vous mettre des extraits filmés, ça va commencer à prendre trop de temps. Et puis, il ne faut pas que je consacre trop de temps à cette émission-là. Mais globalement, A-Kid a couru vers Walter pour lui faire un je sais pas quoi. Et Walter, ça a peut-être saturé un peu. C'est le truc de Walter. La raison pour laquelle Walter est très connu, c'est d'une part, il est excellent sur la ring. À chaque fois qu'il catch, c'est brillant. Et d'autre part, il aime bien claquer des torses avec énormément de violence et de vivacité. C'est-à-dire que Walter qui claque un torse, je peux même pas vous dire que ses mains sont des, je peux pas trouver. Imaginez une escalope, mais une escalope de 30 kilos, lancée à pleine vitesse sur ton torse. Voilà, imaginez ça. Et à partir de là, ça a un peu nivelé le match. C'est-à-dire que A-Kid menait, il était plus rapide, il était plus technique. Et puis Walter, évidemment, à chaque fois qu'il lui met un chop sur le torse, A-Kid tombe. C'est-à-dire beaucoup trop. Walter était beaucoup trop puissant pour A-Kid, excusez-moi. Les joies du live. Beaucoup trop puissant. Et du coup, à partir de là, Walter n'a pas arrêté mais globalement de marteler le torse d'A-Kid. Je me souviens, il lui a fait un powerbomb. Au milieu du powerbomb, j'ai dit ah non, non. Parce que quand Walter te fait un powerbomb, tu sens tout l'impact. Tu te dis ah putain, ça doit être nul. Parce que des fois, tu te dis j'aimerais bien juste pour rigoler faire un match. C'est juste pour rigoler, voir ce que ça fait d'être catcheur, voir ce que ça fait de faire comme si tu prenais un super kick, de faire comme si... Et puis, tu vois un match de Walter et tu te dis non. Non.
Non, ça doit faire super mal. Walter a fini par gagner avec un énorme coup de la corde à linge. C'est un autre truc que j'aime beaucoup chez Walter, c'est qu'il n'a pas une prise de finition, c'est lui la finition. C'est-à-dire qu'il a plusieurs prises signature avec lesquelles il finit les matchs, mais il n'a pas une prise de finition. Il a comment je dirais, la corde à linge, mais où il te tient avec l'autre bras et puis il te fait ça. Il a le powerbomb, qui est une prise avec laquelle il finit quelques matchs. Il a le splash, il saute de la deuxième corde sur son adversaire. Et vu que c'est un ours, ça fait extrêmement mal. Enfin voilà. Walter gagne. Walter gagne dans sans conteste le match de la semaine. Et auquel j'ai mis un A. S'il avait duré un tout petit peu plus longtemps et que A-Kid avait réussi à revenir un petit peu, ça aurait été un A+. Mais ça n'a pas été le cas. Je vais passer à vos questions concernant NXT UK. Je vois que vous êtes 98. Bienvenue aux gens qui arrivent. On va passer à NXT UK et on va passer aux questions concernant NXT UK. Et une fois qu'on aura fini les questions concernant NXT UK, on passera à la la review, au récap, on va dire ça comme ça, de SmackDown. Elidolo Gomez, toujours. Elidolo Gomez qui me pose 3 questions sur 4. J'espère que tu as fait un tout petit effort sur la compréhensibilité de tes questions. Elidolo Gomez me demande, est-ce que ça ne te gêne pas de voir des matchs comme Kofi versus Samuels qui ont un résultat évident durer aussi longtemps et avec des éléments comme cette étrange promo au milieu du match? La promo m'a un peu gêné, mais j'ai déjà dit ce que j'avais à dire à ce sujet. Et je dirais pas que le résultat du match était évident parce que Sha Samuels, c'était ses débuts. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Et puis il se fait battre par Joe Coffey. Joe Coffey fait vraiment partie du haut du panier. Donc je sais toujours pas ce que Sha Samuels vaut. Je sais que il n'est pas au niveau de Joe Coffey. Ça ne veut pas dire grand chose. Il n'y a pas grand monde qui est au niveau de Joe Coffey. Donc non, en l'occurrence, ça me gêne pas vraiment. Elidolo Gomez toujours me demande, pour toi, à quelle place est la division féminine de NXT UK par rapport aux autres divisions féminines de la WWE? Est-ce qu'elle est selon toi meilleure que Raw et SmackDown? Je suis pas très objectif parce qu'il y a Amal dedans qui est la catcheuse française à la WWE. Du coup, j'ai envie de te dire qu'ils ont la meilleure division féminine de la WWE. Non, si on veut répondre un peu sérieusement, non. Je pense que la division féminine de NXT UK est sans doute la plus faible de la WWE, mais uniquement parce que ils ont des shows d'une heure hebdomadaire. Du coup, ils peuvent pas mettre tout le monde, c'est compliqué. Et du coup, enfin voilà, c'est compliqué. C'est compliqué d'être une vitrine pour tous les talents que tu as. C'est-à-dire que à Raw, ils ont Asuka, ils ont Charlotte Flair, ils ont Shayna Baszler, enfin ils ont un niveau de barge. À SmackDown, ils ont Bianca Belair, ils ont Sasha Banks, ils ont Bayley, donc pareil, un niveau de dingue. Et à NXT, ils ont la meilleure division féminine d'Amérique du Nord, on va dire ça comme ça. Donc NXT UK, elles sont bonnes, les catcheuses de NXT UK. Pour moi, elles sont pas au niveau. Pipou Saya me demande, petite question sur NXT UK. Qui penses-tu pouvoir détrôner Walter, même si la Covid a fait qu'il a eu un long règne? J'imagine qu'il va trust la ceinture encore un moment. Est-ce qu'un catcheur actuel du roster est capable de le détrôner? N'importe qui est capable de le détrôner, c'est du catch, c'est pas pour de vrai. Je pense qu'il serait toujours champion même s'il n'y avait pas eu la Covid, parce que je pense qu'il va battre le record de longévité de Pete Dunne. Qui pour le battre? Là par contre c'est une autre question. Tyler Bates, ça me ferait vraiment plaisir. Rampage Brown, ça me décevrait. Pour moi c'est celui qui est le mieux placé, mais ça me décevrait un peu. Tyler Bates, il y a le côté, il a déjà essayé 2 fois sauf erreur de ma part, il a échoué 2 fois, donc il y aurait l'arc de rédemption quoi, de Tyler Bates. Et en plus on sait qu'ils peuvent avoir des matchs excellents les deux. Pour moi, ma solution préférée ce serait Tyler Bates. Voilà.
Et enfin, Lidl Gomez me demande pour toi, Lynx, est-ce que Kay Ray va encore rester championne longtemps et avoir un règne extrêmement dominant pour encore longtemps, ou bien la fin de son règne approche de plus en plus? Non, je pense pas qu'elle va rester championne encore très très longtemps. Elle a déjà eu un très long règne avec la Covid, même un très long règne sans la Covid. Je pense qu'ils vont mettre la ceinture sur quelqu'un d'autre. Peut-être Eva Valkyrie, peut-être. Peut-être. Ou peut-être Ginny, parce que Ginny, mine de rien, maintenant, elle a un manager, donc peut-être que ça va lui permettre de gagner. On ne sait pas. C'est possible. Je vois pas. Enfin, pour moi, Kay Ray n'est pas une championne dominante, quoi. C'est pas Walter ou c'est pas Drew McIntyre, c'est pas Roman Reigns. Ou c'est pas Asuka quand elle était à NXT. C'est un règne, c'est juste un règne, quoi. Voilà, c'est pas une grande championne, c'est juste celle qui tient le titre, quoi, pour l'instant. On va passer au récap de SmackDown si vous le voulez bien, et puis on va essayer de faire ça vite parce que je suis un petit peu en retard sur mon planning. Pif. Le show s'est ouvert sur Paul Heyman. Enfin voilà, Roman Reigns découvre le contrat du match qu'il est censé avoir au Royal Rumble contre Adam Pearce. Et Paul Heyman n'est pas en train de lui dire, mais dis donc, c'est quoi ce pénis là, tu devrais consulter un médecin. Non, il est en train de lui dire, ce contrat est le contrat classique et ça ne me va pas non plus. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une stipulation particulière pour que tu puisses faire, pour que tu puisses être Roman Reigns et donner à Adam Pearce la leçon qu'il mérite. J'ai oublié de donner les points bonus. Voilà, je le savais. J'avais l'impression d'oublier un truc. On y revient très très vite. Juste, je donne les points bonus au catcheur de NXT UK de cette semaine. Pouf pouf. J'ai mis 3 points à Walter. Ça va finir par devenir des automatismes, hein, vous inquiétez pas. J'ai mis 2 points à A-Kid. Et j'ai mis 1 point à Tyler Bate. Nanana. Tyler Bate. Ici. Ok. On revient à SmackDown. Donc voilà. Un match simple, ça ne va pas à Roman Reigns, ça ne va pas à Paul Heyman. Donc du coup, Paul Heyman prend le contrat et dit à Roman Reigns, considère que l'affaire est réglée. Voilà, globalement. Parce qu'il va s'en occuper. Ensuite, on a Jey Uso sur le ring disant que lui et son cousin Roman Reigns dominent. Enfin, c'est eux qui font les affaires. À SmackDown, c'est leur heel, c'est leur domaine. Et ils sont pas contents parce que tout le monde devrait remercier Roman Reigns de ce qu'il fait pour eux, notamment Shinsuke Nakamura. Donc Shinsuke Nakamura qui a vraiment brillé dans son match, dans le Gauntlet match la semaine dernière. Shinsuke, putain, vous êtes 114? Qu'est-ce qui se passe? Et Jey Uso dit Nakamura, viens là, je te cogne. Hein. Globalement, il lui dit tu devrais montrer plus de gratitude. Et voilà. Là-dessus, Shinsuke Nakamura arrive avec son ancienne musique. Et ça, c'est cool. Donc, le face turn de Nakamura est confirmé. C'est un truc c'est un peu cartoonesque, ça. Si je devais reprocher un truc à ce segment-là, le turn de Nakamura a été un peu... J'aime pas quand les turns sont un peu interrupteurs, quoi. C'est-à-dire, il est méchant, plaf, il devient gentil. Je préfère quand il y a une explication via le personnage, via la caractérisation de personnage. Que là, c'est vraiment, il a serré la main à Daniel Bryan la semaine dernière. Bon, bah voilà, il est gentil. Allez, on change sa musique, on change le truc. Et bon, mais bon, c'était vraiment très très cool de le voir venir avec sa nouvelle musique. Ce qui est pas cool, c'est qu'il lui ait filé un micro et que du coup, Shinsuke Nakamura a cru bon de faire une blague. Si Roman Reigns est le gros chien, donc le Big Dog, c'est son surnom, ça fait de toi le petit chiot. Et là, il y a le gars à la régie, parce qu'en ce moment, ils n'ont pas de public à la WWE. Du coup, il y a du bruit de public, mais du bruit de public qui est géré par quelqu'un dans un camion en coulisses. Et là, il y a le gars à la régie qui s'est dit « Putain, ça, c'est une blague méga lol !» Il appuie sur le bouton. Grosse hilarité. Bon, voilà, un petit peu maladroit. Ça a évidemment débouché sur un match Shinsuke Nakamura contre Jey Uso, qui a vraiment été, on va dire, correct.
Il n'a pas été excellent ce match-là. Pendant le match, Jey Uso a essayé de faire le tomber en s'appuyant sur les cordes avec ses jambes, ce qui est illégal. Du coup, l'arbitre a compté jusqu'à 3, mais a inversé sa décision en constatant que Jey Uso avait les pieds dans les cordes. Ce sur quoi Jey Uso s'est énervé contre l'arbitre, et Shinsuke Nakamura en a profité pour lui faire son Kinshasa pour la victoire. Ça aurait peut-être été mieux que Shinsuke gagne de façon clean, mais ça ouvre la porte à un développement de scénario, un développement de caractérisation en ce qui concerne Jey Uso. Donc je vais pas m'en plaindre. Mais le match était vraiment moyen, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire que nous allons mettre les points acquis de droit. En l'occurrence, Jey Uso et Nakamura. Donc Jey Uso et Nakamura pour la promo ont eu B-. Jey Uso est ici, Nakamura il doit être plus bas parce que j'ai pas pensé à le... Voilà, il est là. Tandis que Uso contre Nakamura avec Cesaro, j'ai oublié de dire ça. Cesaro, donc le partenaire par équipe de Nakamura, est arrivé pendant le match pour comment dirais-je, pour encourager son partenaire et ami Shinsuke Nakamura. Et globalement, et aussi il a déclaré qu'il est entré dans le Rumble. Je suis pas fan de ça. J'aime pas quand ils annoncent à l'avance qui y aura dans le Rumble parce que une partie de l'intérêt du Rumble c'est la surprise. Mais bon, c'est un point de détail. Ensuite, nous avons eu alors Sonya Deville. Elle fait de la figuration. Elle est revenue sans tambour ni trompette. Et la semaine dernière, elle a dit à Adam Pearce à droite, ouais, peut-être vous avez besoin d'aide dans le rôle de general manager. Et maintenant, elle a des petits bouts de conversation avec Adam Pearce, mais qui sont pas des petits bouts de conversation, tu sais, qui sont des conversations de figurants dans les films, genre parlez, mais parlez pas trop fort et parlez pas vraiment. Parce qu'il faut pas qu'on entende ce que vous dites, il faut que vous disiez rien. Donc du coup, elle dit, ouais, c'est vrai que... Parce que quand même... Voilà. Ça, c'est Sonya Deville maintenant. Bref, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Parce que j'imagine qu'elle va essayer de se mettre de se placer dans la division féminine via le pouvoir qu'elle acquiert comme ça. J'imagine que ça va vers là. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit là? Oui, si, ça c'était très cool. Paul Heyman dit à Adam Pearce, Roman Reigns n'est pas d'accord avec un contrat de match standard, donc on veut que vous nous signiez un match sans disqualification pour le Royal Rumble. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est que Adam Pearce, méga badass, a dit bon, très bien, je vois très clair dans votre jeu. Vous voulez un match sans disqualification pour me mettre plein la gueule. De toute façon, voilà. Et il signe. Et je me dis, ok, stoïque. Le gars, il sait qu'il va s'en prendre plein la gueule. Il dit, vas-y, mets-moi en plein la gueule. Faut que ça sera fini, ça sera fini. Cool. Ensuite, nous avons eu une rapide promo de Jey Uso qui engueule l'arbitre qui a compté jusqu'à 3 et qui a inversé sa décision. Et qui l'a menacé à mi-mot. Genre, tu vas voir qui c'est qui commande ici, tu vas voir ce qu'il advient quand on me l'a fait à l'envers. Ensuite, nous avons une très courte promo, là encore, des Street Profits, que vous voyez à l'écran, qui disent la semaine dernière, on a été battu par les Dirty Dogs, équipe de Robert Roode et Dolph Ziggler. Je le dis comme ça parce que ça s'écrit D-A-W-G-S. Presque envie de mettre un Z, hein, tellement c'est nul. Dirty Dogs. Et globalement, on leur demandait, oui, est-ce que c'est pas un peu con d'avoir mis vos titres en jeu alors que vous vous étiez fait agresser la semaine précédente? Et ils expliquent qu'ils sont pas du genre à reculer devant un défi, et du coup, ça leur a coûté les titres, mais ils espèrent bien les récupérer. Ok. Ensuite, Romain, ça j'ai adoré. Alors, j'ai adoré pour deux raisons. Paul Heyman revient et dit, ça y est, c'est bon, il a signé le match pour le contrat, pour le match, il a signé le contrat pour le match sans disqualification, il te reste plus qu'à signer toi. Et Roman Reigns dit, j'ai jamais dit que je voulais un match sans disqualification. Et crucialement, dans le plan, il y a Apollo Crews, qui a jamais été impliqué dans les affaires de Roman Reigns avant, et là il est en train de prendre des conseils de Roman Reigns. Et tu te dis, ça c'est un heel turn beaucoup plus subtil. Parce que la semaine dernière, Apollo Crews a perdu contre Big E.
Et à Talking Smack, le show qui revient sur l'épisode de SmackDown, Paul Heyman a fait remarquer à Apollo Crews, t'as perdu parce que t'es trop sensible, Biggie est un ami, t'as pas voulu battre un ami. Et du coup, et ça a beaucoup énervé Apollo Crews. Et du coup, là, on est sur un heel turn qui se base sur le personnage. C'est-à-dire qu'il se fait manipuler par Paul Heyman, et du coup, là, maintenant, il va se faire manipuler par Roman Reigns. Et je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, Roman Reigns dit à Paul Heyman, j'ai jamais dit que je voulais un match sans disqualification. Je veux un last man standing match. Donc le dernier homme qui répond au compte de 10 a perdu. Et il donne le contrat à Paul Heyman et il dit, et je considère que cette affaire est réglée. Il est tellement cool. Roman Reigns, pour ça, c'est bien qu'on n'ait pas de public en ce moment. Parce que s'il y avait un public, je pense qu'ils acclameraient Roman Reigns parce qu'il est vraiment trop cool. Et que du coup, ça marcherait pas parce que c'est censé être un heel. Il se faisait huer quand c'était un face parce que ça marchait pas. Que là, maintenant, c'est un heel et ça marche. Du coup, il se ferait pas huer, il se ferait applaudir. Et ça, voilà. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de public, ça fait que vraiment, il se fait huer. Et c'est tellement un enfoiré que c'est vraiment, faut que ça marche comme ça. Et c'est chouette. C'est chouette, j'adore Roman Reigns. Ensuite, on a eu un match Liv Morgan que vous voyez à gauche contre Natalya que vous ne voyez pas. L'idée c'est que Billie Kay a rejoint le Riot Squad en se faisant passer pour une punk et du coup c'est ta mère quoi, ta mère qui essaye de se faire passer pour une punk. Du coup elle arrive, elle fait semblant de jouer la guitare, enfin voilà, elle est un peu embarrassante mais tellement drôle. Billie Kay est vraiment très très drôle. Pendant que Ruby Riott à droite et Liv Morgan, qui sont donc en équipe sous le nom de Riot Squad, sont un peu embarrassés. Donc voilà, Liv Morgan devait affronter Natalya, qui était assistée de Tamina pour aucune raison. Enfin, il y a une raison, je dirais, chronologique, mais pas logique. Parce que si vous avez regardé la semaine dernière, vous savez que Billie Kay a d'abord essayé de faire équipe avec Natalya, ça n'a pas marché. Elle a essayé de faire équipe avec Tamina, ça n'a pas marché. Elle a essayé de manager une équipe Tamina et Natalya, ça a tellement pas marché qu'à la fin Billie Kay a plutôt managé le Riot Squad. Et là, le fait que Tamina et Natalya soient en équipe, ça n'a absolument aucun sens. Donc, Liv Morgan s'en sortait bien contre Natalya. Jusqu'à ce que Billie Kay se fasse menacer par Tamina, fuit Tamina en montant sur le ring, ça distrait Liv Morgan qui se fait battre par Natalya. Et du coup, Billie Kay a fait une connerie qui a coûté la victoire au Riot Squad et du coup, ça se passe pas très bien, quoi. Ça, voilà, elle a du mal à trouver sa place dans cette division par équipe féminine. C'est dommage, hein. C'est comme si ils auraient jamais dû la séparer de la partenaire par équipe qu'elle a depuis des années. Bref. Parce qu'elle faisait partie de l'équipe les Iconics, enfin le Iconic Duo devenu les Iconics. Et ils ont séparé cette équipe pour absolument aucune raison. Liv Morgan, ici avec Ruby Riott et Billie Kay dans le rôle de manager Billie Kay ici, contre Natalya. J'ai mis C+ au match parce que d'une part c'était marrant et d'autre part tu vois qu'elle s'éclate, quoi. Tu vois elles aiment ce qu'elles font. À la fois, Billie Kay est l'étoile de cette histoire parce qu'elle est vraiment à sa place. Enfin, elle est vraiment drôle, elle est vraiment utilisée. Je dirais pas à son plein potentiel, mais pas loin. Enfin voilà, elle est à sa place. Et le Riot Squad, elles ont l'air de s'éclater aussi. Tamina et Natalya. Je sais pas trop, je sais rien. je sais pas si ça leur va. J'imagine que ça leur va. Je veux dire, Natalya, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Quoi, Natalya, elle est pas à ce stade de sa carrière, elle est vraiment en roue libre, enfin en autopilote plutôt. Et Tamina, je ne sais pas. Tamina, je ne sais pas. Ensuite, nous avons eu un match entre Rey Mysterio et King Corbin qui était pas mal, avec Dominic Mysterio au commentaire. Donc Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio, au commentaire. C'était sympa. C'était sympa parce que pendant tout le match, Corbin a provoqué Dominic Mysterio, genre en écrasant le visage de son père en lui disant hey, quand est-ce que t'interviens, petit con. Enfin, il a pas dit petit con, mais voilà, c'est l'idée. Et t'avais Corey Graves qui est le commentateur plutôt côté heel qui dit à Dominique
écoute, je sais que t'es jeune et je sais que tu sais qu'il faut, enfin, je sais que tu penses qu'il faut pas que t'interviennes, mais enfin, quand même, il faudrait que tu te défendes, quoi. Faudrait que tu lui montres un peu qui tu es, quoi. Et t'as Dominique Mysterio qui disait, non, 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 c'est mon père, c'est son combat, j'interviens pas, je suis... Enfin, voilà, tu sentais que le gars avait bien appris sa leçon, que le gamin avait bien appris sa leçon, mais quand même, ça l'emmerdait, parce que King Corbin était de plus en plus provocateur. À un moment donné, il pousse Dominique dans son fauteuil de commentateur. À un autre moment, il lui met carrément un pain. Et là, Dominique essaye d'intervenir dans le match. Et Rey Mysterio l'en empêche, le maintient à l'extérieur du ring. Et King Corbin en profite pour voler la victoire. C'est bien. Vous voyez, quand c'est raconté par les personnages, quand c'est les personnages qui racontent une histoire, quand c'est logique, quand il se passe des trucs qui utilisent comment dirais-je, des ressorts plausibles, genre le gamin qui sait ce qu'il doit faire mais qui en même temps est un peu nerveux, quoi, un peu susceptible. King Corbin qui est un immonde enfoiré qui essaye d'utiliser ça parce qu'il sait très bien que Dominic Mysterio va enfin voilà, et qui en plus est une brute et qui, enfin voilà, tout fonctionne très bien. Tout le monde était vraiment à sa place. Vous êtes 132. Bienvenue à tous les nouveaux venus. N'hésitez pas à suivre les lives pour d'autres émissions. C'est pas fini encore, mais j'en profite. Vous êtes nombreux. J'ai mis B à ce match-là. Donc B, ça se traduit par 14 sur le tableau. J'ai mis B à Rey Mysterio. Où est-il? Ici. J'ai mis B à Rey Mysterio, B à King Corbin, et donc B dans le rôle de manager, enfin dans un rôle de commentateur plus précisément, enfin dans un rôle secondaire, à Dominique. Où est passé Murphy et où sont passés Cutler et Blake dans cette histoire qui accompagnait Corbin sur le ring jusque-là? Je ne sais pas, tu ne sais pas. J'espère qu'ils sont en bonne santé parce qu'il y a, comme qui dirait, une petite épidémie de Covid en ce moment à la WWE. Donc j'espère qu'ils sont en bonne santé. D'ailleurs, mardi, je vous disais, il y a eu beaucoup de catcheurs qui étaient suspectement pas là, ça ne se dit pas, qui étaient pas là et ça se remarquait. Et j'avais déduit qu'ils avaient chopé la Covid, mais la WWE ne voulait pas en parler. Non, ils étaient là. Shelton Benjamin et Cedric Alexander et la championne de Raw, Asuka, étaient là, étaient en coulisses. Ils ont juste pas participé. Alors que 3 catcheurs ont catché 2 matchs ce soir-là. Bref, ensuite, Paul Heyman est venu voir Adam Pearce pour lui dire « Ah, en fait, ça a changé d'avis, c'est un last man standing match. » Adam Pearce dit « Ok. » Et Paul Heyman dit « Et tu sais quoi, je te laisse le temps de réfléchir, on signera ce contrat sur le ring dans le main event. » Ok. Ensuite, Dominic Mysterio dit à Rey, dit à son père, enfin, son père lui dit plutôt je comprends que King Corbin soit, voilà, te provoque, mais il faut pas que tu te laisses emporter comme ça, il faut que tu maîtrises tes émotions. Dominique lui explique, enfin voilà, lui fait comprendre que c'est pas évident. Et du coup, Rey Mysterio dit, t'inquiète pas, je sais à qui je vais m'adresser, on va essayer de régler cette histoire de King Corbin. Mystère, la rivalité continue. Ensuite, quel dommage, ça aurait pu être tellement bien ça. Donc ils ont commencé un nouveau talk show de Bayley qui s'appelle le Ding Dong Hello Show. Je trouve ça génial parce que c'est une moquerie de Bayley qui est insupportable. Où elle fait Ding Dong, hello, je suis toujours championne. Voilà. Elle le fait mieux que moi. Et alors tout le show, il y avait une fausse porte dans le ring. Elle rentre par la fausse porte, elle en fait des tonnes, elle en fait des caisses. Et je me dis, ça va être drôle. Ça va être très 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 drôle. Et ben ça a été un peu nul. C'est-à-dire que donc elle accueille Bianca Belair qui est sa rivale actuellement. Bianca Belair va pour s'asseoir. Bayley lui dit non, faut que tu passes par la porte avant de t'asseoir. Bon voilà, jusque-là c'était marrant. Et puis là, à partir de là, il se passe plus rien. C'est-à-dire que Bayley provoque Bianca Belair. Bianca Belair répond à sa provocation en la provoquant. Même pas de bonne réplique ou quoi, vraiment juste. Et Bayley finit par challenger Bianca Belair dans un parcours d'obstacles la semaine prochaine. Donc j'ai mis C- à ce segment-là. Parce que, en plus, c'est tellement dommage. Parce que les deux Bayley et Bianca Belair, débordent de charisme. Les deux. Elles sont vraiment excellentes toutes les deux. Et c'était vraiment, immanquable, quoi. C'était vraiment un segment qui pouvait que être drôle, fonctionner, qui pouvait que... mais il était mal écrit, et du coup, il fonctionnait pas si bien que ça. Il fonctionnait même pas bien du tout. C'est un peu dommage.
Ensuite, nous avons eu... Alors, Daniel Bryan s'entraîne avec l'Alpha Academy pour gagner le Rumble, où il apprend que l'important, c'est d'avoir des hanches solides. Du coup, ils font plein d'exercices de hanches. Extrêmement suggestif. Donc Alpha Academy, c'est Otis que vous voyez à gauche et Chad Gable que vous voyez juste à côté. Daniel Bryan, c'est le monsieur du milieu. Et ils se sont fait interrompre par Cesaro à droite. Cesaro qui a bien, comment dirais-je, fait comprendre que si Shinsuke Nakamura, son partenaire par équipe, était devenu gentil, interrupteur, c'était pas son cas. Donc, lui, voilà, il a provoqué Daniel Bryan, dit à Daniel Bryan, ouais, tu vas pas gagner le Rumble en t'entraînant à faire la Macarena. Daniel Bryan a dit, ah ouais, tu veux voir si mon entraînement est efficace? Eh ben, on va faire ça sur le ring alors. Voilà. C'était marrant. C'était marrant. Au moins, Chad Gable est un peu à l'écran. Il a un rôle. Allez. Faut pas être trop, faut pas avoir trop d'exigences concernant la WWE. Et donc, on a eu ce fameux match. Daniel Bryan contre Cesaro. Excellent match. Trop court parce que les deux gars sont brillants. Mais Cesaro, enfin j'allais dire Cesaro en particulier, non. Le truc c'est qu'ils sont tous les deux brillants. Je pense que Daniel Bryan est meilleur, mais Daniel Bryan il a plusieurs titres mondiaux à sa ceinture déjà. À sa ceinture. Alors que Cesaro, il y a un plafond de verre sur Cesaro. Il n'arrive pas, enfin la WWE ne veut pas rentabiliser la popularité pourtant énorme qu'a Cesaro sur Internet. Et d'une façon générale, vous êtes 149. Je pense que c'est un record pour les stats hebdomadaires. Donc, Cesaro. Donc je dis le match est génial. En fait, beaucoup basé sur des contres. Du coup, quand tu connais un peu les deux, tu sais qui va faire quelle prise et tu sais qu'est-ce qui a été contré, comment. Et c'est génial. À un moment donné, Cesaro fait un superplex. Comment je décris un superplex à quelqu'un qui ne suit pas le catch? Quelqu'un est en haut du coin, donc sur la troisième corde en haut du coin. Et l'autre monte sur la deuxième corde, attrape sa tête comme ça et fait comme ça. Oui, ça c'est un superplex. Cesaro, il a fait ça dans l'autre sens. Donc Cesaro était sur le coin, donc assis sur le coin. Daniel Bryan était en face de lui. Cesaro l'a pris comme ça. La soulever, et là je me dis attends, parce que derrière il y a l'escalier. Derrière, non seulement c'est plus bas, en plus c'est pas un ring, donc il y a aucun amortissement. Et en plus il y a l'escalier, donc vous allez vous niquer le cul. Et alors ce qu'il a fait, c'est que à mi-chemin, il a tourné pour retomber dans le ring. Voilà, donc ça c'était extrêmement cool. Et le match s'est terminé par Daniel Bryan qui allait faire son running knee, donc sa prise de finition. Cesaro l'interrompt en lui faisant je crois que ça s'appelle une manchette à l'européenne. Je crois que Christophe a juste l'a traduit comme ça, un European uppercut. Globalement, il soulève Daniel Bryan qui vole et il le réceptionne en lui faisant un coup avec l'avant-bras comme ça. Daniel Bryan est à terre. Cesaro fait son neutralizer, donc sa prise de finition, et gagne. Cesaro a une victoire contre Daniel Bryan. Tu sais, il y a des moments comme ça quand tu regardes du catch où soit tu réagis physiquement en te levant ou en levant les bras ou voilà, soit tu réagis verbalement en faisant ah là 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 ou en faisant quelque chose. Là, voilà, Cesaro a gagné un match contre un ancien champion du monde. J'espère que ça va quelque part. Que Cesaro va pas se retrouver encore à errer nulle part, quoi. J'ai mis un A- à ce match. Pouf, tableau. J'ai mis un A- à ce match parce que, en fait, c'est un B, mais ce qui vaut plus qu'un B parce qu'au niveau technique, c'était vraiment très impressionnant. Et en plus, Cesaro a gagné. Donc, on passe de la catégorie B à la catégorie A via des petits points, comme ça, des petits points qui font plaisir. Où est Daniel Bryan? Excellent match. Ensuite, nous avons eu quoi donc un match entre Apollo Crews et Sami Zayn. Bon, globalement, Apollo Crews... Bon, Apollo Crews... je dirais pas qu'il dominait, je dirais que c'était relativement équilibré. Ah oui, détail important, il y avait Big E, donc le champion intercontinental actuel, dans un sofa
à côté des commentateurs, allongé sur son sofa, avec un pull de Noël Ghostbusters, et avec un verre à whisky rempli de fruits rouges. Donc ça, c'était Biggie. Parce que du coup, Apollo Crews a envie d'avoir un match retour contre Biggie pour le titre intercontinental. C'est pour ça qu'il recevait des conseils de Roman Reigns, et c'est ça que je trouve très très bien. Apollo Crews et Sami Zayn étaient à peu près au même niveau. Apollo Crews était plus puissant, mais Sami Zayn était plus retors, plus agile. Enfin voilà, il avait cet avantage-là. Sami Zayn a essayé de gagner en trichant, en soulevant en s'agrippant Ah, c'est pas un slip, ça s'appelle pas comme ça. Bref, au fringue d'Apollo Crews. L'arbitre l'a vu et du coup a arrêté de compter parce que t'as pas le droit d'utiliser les vêtements de ton adversaire pour faire levier, quoi, pour faire levier quand tu fais le tomber. Et quelques secondes plus tard, Apollo Crews a fait exactement la même sur Sami Zayn et a gagné parce que l'arbitre n'a pas vu que Apollo Crews tenait le pantalon de Sami Zayn. Là-dessus, Apollo Crews descend du ring et va à côté du canapé de Biggie, prend le titre intercontinental à côté de Biggie. Biggie se lève et lui dit oh, tu devrais pas faire ça, t'es en train de faire une connerie. Et Apollo Crews lui jette le titre intercontinental. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire d'Apollo Crews. J'aime beaucoup ce... Il est en train de faire un heel turn, mais un heel turn qui est comment dirais-je, qui est nourri par sa volonté de gagner, quoi. C'est-à-dire que il devient pas méchant parce qu'il en a marre d'être gentil, il devient méchant, enfin il devient arrogant parce qu'il en a marre de perdre. Et il se dit d'accord, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et ça c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'aime bien, quelque chose que j'apprécie. Et du coup j'ai mis, donc j'imagine que j'ai compté ça comme 2 segments différents. Non, un seul segment. Donc du coup, j'ai mis B à tout le truc. Le match avec Sami Zayn et le face-à-face avec Biggie. La confrontation, c'est ça le mot que je cherche. Mais Biggie, du coup, était plus là dans un rôle secondaire parce que, enfin, je veux dire, Apollo Crews et Sami Zayn ont eu un match, c'est quand même pas... Même si, la rivalité elle est entre Apollo Crews et Biggie, pas entre Apollo Crews et Sami Zayn. Bon, je vais mettre Biggie en rôle principal. C'est un des trucs du stage, c'est que c'est pas gravé dans le marbre. C'est voilà, mes valeurs peuvent varier d'un segment à l'autre dépendant les cas ponctuels. Et enfin, nous avons eu... Ah, bah mince, j'ai pas noté ça. Il y a un truc que j'ai pas noté. Ah, mais qui est arrivé avant le match Apollo Crews contre Sami Zayn. Carmella était en train de dire que Sasha Banks avait disparu depuis leur match. Là-dessus arrive Sasha Banks qui dit je vais battre Carmella, mais d'abord je vais battre ton sommelier. Je me demande vraiment pourquoi je l'ai oublié ce truc-là. Hein. Et enfin, la signature du contrat entre Roman Reigns et Adam Pearce, donc pour le Last Man Standing match au Royal Rumble. Donc Roman Reigns arrive d'abord. Roman Reigns arrive d'abord avec Jey Uso et avec Paul Heyman. Adam Pearce arrive ensuite et s'assoit à la table pour histoire d'en finir, quoi. Paul Heyman va pour déplacer l'autre fauteuil en tête de table parce que vous voyez la table elle est mise comme ça et il y a 2 fauteuils comme ça, mais Roman Reigns va être en tête de table, donc du coup Paul Heyman va pour déplacer le fauteuil pour le mettre en tête de table et Roman Reigns dit non Paul, je veux ce fauteuil là, donc le fauteuil sur lequel est Adam Pearce. Du coup, Paul Heyman dit est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Adam Pearce se lève pas. Jey Uso le prend par les épaules et le jette. Je lui dis putain, quelle bande d'enfoirés. Ils sont à fond dans l'intimidation. Ils sont géniaux dans ce rôle-là. Ils fonctionnent très très bien. Bref. Et évidemment, Roman Reigns s'assoit en tête de table avec Adam Pearce de l'autre côté. Adam Pearce signe le contrat. Roman Reigns signe le contrat. Et au moment où Roman Reigns signe le contrat, Adam Pearce lui dit j'ai attendu toute la soirée que tu fasses ça. Et il part. Et sur le chemin du retour, sur la rampe, il boite un peu, genre mon genou. Ah là là, mon genou. Et il dit à Roman Reigns, donc une fois en haut de la rampe, il a gardé le micro et il dit à Roman Reigns attendez, il faut que je me rappelle le truc parce que c'est le reproche que j'ai envie de faire à ce segment-là. C'est évidemment, comme tous les autres contrats de match à la WWE, il est soumis à une condition particulière qui est que
la carte peut changer. C'est-à-dire que s'il s'avérait que j'étais pas médicalement apte à avoir notre match, il faudrait que j'ai un remplaçant. Et en tant qu'officiel de la WWE, j'ai le pouvoir j'ai justement un remplaçant en tête. Et là-dessus, la musique de Kevin Owens, la musique de Kevin Owens se fait entendre. Et Kevin Owens signe le contrat pour le Last Man Standing match. Alors, j'ai mis un A- à ce segment-là. J'ai mis un A- à ce segment-là parce que pour moi, il est dans la catégorie A parce que Roman Reigns a passé la soirée et vraiment a passé des semaines à manipuler son monde. Et je me suis dit, le punir par où il a péché, c'est une excellente idée. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est ce qu'il fallait. Juste pour moi, il y avait une façon nettement moins alambiquée de s'en sortir. C'est dire à Roman Reigns, t'es devenu tellement arrogant que tu fais même pas attention à quoi tu signes. Tu viens de signer un contrat pour un last man standing match, mais pas contre moi, contre cet homme, pam, Kevin Owens. Et pour moi, là, c'était parfait. Là, c'était parfait parce que tu as l'exploitation de la faiblesse de Roman Reigns. Voilà, la force de Roman Reigns qui est devenue sa faiblesse, c'est qu'il est trop arrogant, qu'il fait absolument pas attention, qu'il voit pas venir les menaces parce qu'il se considère vraiment meilleur que tout le monde. Et j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de voir un match Last Man Standing entre Kevin Owens et Roman Reigns. Même si Kevin Owens n'a vraiment aucune chance, si on veut être très honnête. Mais bon, on fera nos pronostics plus tard. Mais il me semble que le Royal Rumble, c'est dimanche prochain, non? Il me semble. Du coup, je sais pas comment je vais organiser mes pronostics. Je pense que... Mais je vais pas vous dire ce que je compte en faire. On a tout le temps de voir venir. J'ai mis... donc on va passer au point... ah là 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 là, excusez-moi, j'ai mis ce clic. Non, tout va bien. J'ai mis 3 points à Cesaro. Et sans le moindre regret, Cesaro a battu un champion du monde. Enfin, j'allais dire enfin, il push Cesaro. Pitié que ce soit un signe de ce qui va arriver dans la carrière de Cesaro. J'ai mis 2 points à Apollo Crews parce que j'adore le heel turn qu'il est en train de faire. Je trouve qu'il est vraiment très très bien mené et je me dis, ils ont peut-être enfin trouvé quelque chose à faire d'intéressant avec Apollo Crews. Et j'ai mis 1 point à Jey Uso surtout pour son altercation avec l'arbitre. C'est-à-dire que Jey Uso commence à devenir... commence à porter un peu je dirais la marque de Roman Reigns, quoi. Commence à devenir aussi perfide que son cousin. Et comme c'était les derniers shows de la semaine, il y a également les 6 points de la semaine. Sans surprise, puisque je vous ai dit que c'était le match de la semaine pour moi, j'ai mis 6 points à Walter. J'ai mis 5 points à Darby Allin, qui a eu un excellent match contre Brian Cage cette semaine à Dynamite. Si vous voulez avoir tout mon avis dessus, vous pouvez voir le replay sur Twitch ou vous pouvez voir le replay sur Links Off dans la playlist que quelqu'un vous passera si vous lui demandez gentiment. J'ai mis 4 points à A-Kid pour le match contre Walter. J'ai mis 3 points à MSK qui ont fait leur grand début à NXT cette semaine et qui m'ont vraiment impressionné. Hop là, je mets 3 points à l'équipe, mais je mets aussi 3 points à chacun des membres individuellement. Et j'ai mis 2 points à... Excusez-moi, j'ai mis 2 points à... J'ai mis 2 points à Cesaro, parce que je suis vraiment très content qu'il ait gagné contre Daniel Bryan. Ah non! Hop là. Et j'ai mis 1 point à l'Undisputed Era de Adam Cole et Roderick Strong pour leur match, pour leur qualification, pour l'étape suivante du Dusty Road Tag Team Classic. Roderick Strong commence par un R ici. Super. Je vais passer à vos questions pour finir ce live. Et nous avons... Oh là 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 là, il y a beaucoup de questions. Donc on ne prend plus les questions à partir de là. Oh, la vache, la plupart des questions sont de Ellie Delo Gomez. Je vais répondre vite si ça vous dérange pas parce que bon, hein, j'ai d'autres choses à travailler derrière. Mais c'est cool que vous participiez beaucoup. Je me demande si je vais pas commencer à mettre des... Ah ouais, d'accord, il y en a sur la deuxième page. Oh, purée. Bon allez, j'y réponds.
Elidol Gomez me demande est-ce que Sonia Deville. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai raté la question. Est-ce que ce serait pour toi envisageable et est-ce que ça te plairait que plutôt que de s'allier à Jay et Roman, Jimmy Uso, à son retour, refuse de rejoindre sa famille et qu'on parte sur Jimmy contre Jay à WrestleMania? C'est envisageable, ça me plairait pas. Elidol Gomez me demande est-ce que Sonia Deville va, selon toi, retourner dans le ring prochainement ou bien est-elle encore dans ce rôle de pseudo-officiel pour le moment? Je pense qu'elle est dans ce rôle de pseudo-officiel pour le moment. Est-ce que tu ne trouves pas ça dommage qu'on voit si peu Dominique faire des matchs en weekly? Show hebdomadaire pour Weekly et pas vraiment. Pas vraiment. Selon toi, qui sera... Je suis désolé, je réponds très vite parce que tu as beaucoup de questions et il faut que je réponde aux questions des autres aussi. Selon toi, qui sera la chaleureuse de Banks à WrestleMania? La challengeuse peut-être. Si elle est encore championne d'ici là. Je sais pas du tout. Ils ont un roster très vaste, donc je sais pas. Si je devais dire un nom comme ça, le premier nom qui m'est venu c'est Bayley parce que je pense que Bayley contre Sasha Banks c'est un match qu'on attend de voir à WrestleMania depuis un petit moment. Toujours Ali de Gomez, est-ce que tu n'as pas peur que Bayley tombe un peu dans la catégorie de la division féminine qui fait vraiment rien maintenant qu'elle a perdu le titre et que sa rivalité avec Belair est sûrement pas destinée à la victoire de notre ancienne championne? Je parierai pas sur la défaite de Bayley. Elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose qui est quand même cool. Elle a une rivalité qui est claire, qui a des enjeux clairs. C'est-à-dire que Bayley considère que Bianca Belair n'est pas au niveau et Belair a bien l'intention de lui montrer qu'elle est au niveau. Donc pour moi, on n'est pas sur, voilà, on est sur quelque chose de... Au moins, elle a quelque chose à faire. Et c'est pas quelque chose Enfin voilà, pour moi, c'est suffisant. Voilà. Elle dit toujours. Est-ce que tu trouves ça aussi désespérant que moi, que Belair soit sur le roster principal depuis 10 mois, même pas, et qu'elle en soit déjà réduite au stade comédie sportive? T'es quelqu'un de très négatif, hein, Gomez. Non, je trouvais dommage qu'elle fasse rien. Maintenant, elle fait quelque chose, elle a une rivalité, c'est chouette. Je suis content pour elle. Au stade comédie sportive. Tout le monde ne peut pas être champion tout le temps à la WWE. Belair est excellente, mais Sasha Banks est excellente aussi. Enfin voilà, tout le monde ne peut pas être champion tout le temps. Donc pour moi, quand elles ont des. Quand un catcheur a une histoire, et si cette histoire va quelque part, si cette histoire n'est pas complètement incohérente ou complètement débile, pour moi, c'est amplement suffisant, quoi. Une storyline, c'est une storyline, même si elle est. Voilà, si elle est très lambda, très ras du sol, c'est toujours une storyline. Pipous Saya me demande aurais-tu préféré un match Pierce contre Reigns, quitte à donner un peu de compète à Pierce qui l'aurait encore plus crédibilisé? La storyline est incroyable et j'aurais aimé ce match, même en main event d'un Rumble perso. J'aurais été intrigué. Je préfère voir Kevin Owens contre Roman Reigns. J'aurais été intrigué de voir comment est-ce qu'ils allaient le faire. Ça aurait été différent. Du coup, différent, ça a tendance à être mieux que juste suivre la formule habituelle. Il y avait plus de suspense dans un match Adam Pearce contre Roman Reigns que dans un match Kevin Owens contre Roman Reigns. Maintenant, Kevin Owens contre Roman Reigns, je sais que c'est une valeur sûre. Et non, je préfère avoir Kevin Owens contre Roman Reigns. Et enfin, on va passer aux questions concernant le catch en général avec 5 questions de El Idolo Gomez qui me demande est-ce que tu ne penses pas que Drake Maverick et Killian Dane auraient pas mieux à faire en solo? T'es tellement négatif, quoi. Ils ont un truc à faire, tu penses pas qu'ils pourraient faire mieux? Non, je trouve qu'ils sont trop cool, donc voilà. Et en plus, peut-être autour du titre nord-américain pour Dane et Cruiserweight pour Drake Maverick. Tout le monde peut pas être champion. Il faut des histoires pour les autres gens, il faut des trucs pour les autres gens, et non. Non, je pense qu'ils s'en sortent très bien. Et aussi, qu'est-ce que tu pensais à l'époque de la storyline de Drake Maverick viré qui a le tournoi Cruiserweight comme dernière possibilité pour être engagé? Comme beaucoup de gens, j'étais très ambivalent à ce sujet-là. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, la WWE a viré beaucoup de gens au début de la pandémie alors qu'elle n'en avait pas besoin. Elle n'en avait pas financièrement besoin. Et Drake Maverick a fait une vidéo pour expliquer ça, pour dire adieu au public, parce qu'il est parti. Enfin voilà, il a été viré sans aucune occasion d'avoir un dernier match ou quoi à la WWE. Il a fait une vidéo voilà, où il était en pleurs, donc évidemment une vraie vidéo, puisqu'il a été vraiment viré. Mais le problème, c'est qu'il l'avait annoncé pour un tournoi pour couronner un nouveau champion Cruiserweight. Du coup, le mec,
Le bon gars, il va faire ses matchs. Il est plus employé, mais il a des matchs, il va aller les faire. Déjà, c'est moyen. Et il arrive jusqu'en finale. Il perd en finale, mais à la fin de la finale, Triple H arrive et lui propose un contrat pour rejoindre le roster de NXT et de 205 Live, du coup. Et du coup, il y avait cette espèce de double sentiment. C'est très cool pour Drake Maverick. C'est vraiment dégueulasse pour les autres qui ont été virés et qui n'ont pas été pleurés en ligne, quoi. Mais c'est quand même très cool pour Drake Maverick. Et du coup, c'est très compliqué. Donc voilà, j'en suis là. C'est cool pour Drake Maverick, c'est un peu dégueulasse pour les autres. Et j'imagine que toi, t'as trouvé ça nul à chier et que Drake Maverick devrait être champion cruiserweight. Mais moi, je suis resté ambivalent à ce sujet-là. J'ai pas pris de parti clair. Quintax qui prend les questions, mais qui en pose aussi, il me demande: est-ce que tu comptes faire ce que tu avais dit il y a un certain temps, filmer tes réactions au Rumble pour les ajouter après au review du Rumble? Non, c'est trop long. Ellie de Logomez toujours me demande: question plus catch en général, qui sont tes finishers préférés parmi les catcheurs actuels? Perso, j'adore l'Eclipse d'Amber Moon et le Hammerlock DDT de Andrade. Ok. C'est le genre de question, c'est difficile d'y répondre sans y avoir réfléchi un petit peu. L'Eclipse d'Amber Moon est très cool. Mon finisher préféré. Et moi, j'aime bien les prises de finition qui sont. Tu sais, qui sont. Mais c'est peut-être parce que j'ai le match de Walter en tête, mais qui. Comme ça, paye pas de mine, mais parce que c'est le catcheur qui l'a faite, elle est nettement plus efficace. Le stunner de Kevin Owens, donc le stunner de Stone Cold aussi. Le super kick. J'adore le fait que. Une de mes grandes tragédies, c'est que le super kick soit devenu une prise, enfin voilà, juste un coup quand je suis revenu au catch. Parce que pour moi, le super kick, c'était la prise de finition de Shawn Michaels quand je regardais le catch à l'époque. Et quand je suis revenu, tout le monde faisait des super kicks partout. Je me suis dit, oh. Alors qu'il y en a encore qui utilisent le super kick comme prise de finition, notamment Ashanti The Adonis, notamment Dolph Ziggler, notamment les Young Bucks. Et pour moi, le super kick, ça, c'est peut-être la meilleure prise de finition qui existe parce que tu peux la faire. Elle peut arriver de n'importe où. Elle est facilement contrable, elle est facilement plaçable. Pareil pour le RKO d'ailleurs. Le RKO est une prise qui peut arriver très vite de nulle part. Pareil pour le Claymore. Voilà, pour moi, les meilleures prises de finition sont celles-là. Je pourrais pas te dire si j'ai une prise de finition. Dans les prises plus alambiquées, j'adore le Spirit Bomb de Keith Lee. Il y a quelque chose de très bleu. de très bleu. Il y a quelque chose de très définitif, de très, voilà, prise de finition. Une fois qu'il l'a fait, c'est fini. Voilà, donc pour moi, si je devais dire une prise de finition préférée, ce serait peut-être le Spirit Bomb de Keith Lee, mais comme tu vois, enfin non, le Super Kick d'abord, en plus alambiqué, la prise de finition de Keith Lee, mais j'y ai pas vraiment réfléchi. Ellie de Logomez me demande... non, c'est toi qui viens de me poser. Mais c'est quand même toi qui me pose la question suivante. Est-ce que pour toi, Shinsuke aurait une chance au titre universel? C'est quand même malheureux parce que... peut-être dans le Road to WrestleMania, genre à Elimination Chamber. Oui, peut-être. Peut-être. Je pense que là, s'il push Shinsuke Nakamura, c'est... peut-être dans l'objectif de le donner à bouffer à Roman Reigns sur la route de WrestleMania. C'est possible. Toujours, Ali de Logomez me demande: selon toi, quel est le meilleur catcheur purement en termes de in-ring à la WWE? Je ne juge jamais purement en termes de in-ring. Pour moi, si tu juges que en termes de in-ring, tu passes à côté de tout le reste. C'est comme si tu me demandais quel est le meilleur réalisateur en termes de valeur de plan. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'on vit quand même à une époque où ils sont tous très bons. Enfin, ils sont tous très bons. La plupart sont très bons. Donc, je suis désolé, je peux même pas commencer à réfléchir à ta question parce qu'ils sont tous tellement différents. Je peux te mitrailler de noms, mais ça voudra rien dire. Pour moi, si tu juges un catcheur uniquement pour ce qu'il vaut in-ring, quoi. Enfin, pour moi, tu passes à côté de toute la saveur du catch. Tu passes même à côté du catch, d'une façon générale. Et c'est aussi pour ça que je suis pas fan de la scène indépendante. C'est pour ça que je suis pas... Pour moi, il y a les personnages, il y a l'histoire, il y a la mise en scène. Et après, il y a l'in-ring. Parce que l'in-ring, c'est un truc qui va un peu de soi. D'ailleurs, c'est rare qu'un catcheur soit pas au niveau des autres. C'est souvent les catcheuses. Je suis désolé, c'est de plus en plus rare.
Mais là, je pense à Brandy Rhodes, par exemple, ou je pense à Reba, à AEW, à la WWE. Est-ce qu'il y a une catcheuse qui est vraiment, vraiment pas au niveau des autres? Il y a Lana, qui est pas... Tu vois, Lana, elle a le niveau de base. Elle est pas vraiment mauvaise, mais elle est pas bonne, quoi, sur le ring. Toutes les autres, je les trouve très bonnes. Même Carmella, elle s'en sort vachement bien. Mais après, qui serait la meilleure? Je reste au niveau du roster féminin parce qu'il y a moins de gens, du coup, je vais moins te mitrailler de noms. Mais qui serait la meilleure purement in-ring entre Sasha Banks, Bayley, Charlotte Flair, Becky Lynch est peut-être un peu en dessous, Bianca Belair, Rhea Ripley, Io Shirai. Elles sont toutes géniales. Elles sont vraiment toutes géniales. Qui est le meilleur? Enfin, qui est la meilleure en l'occurrence? Qui est le meilleur a fortiori? J'en sais rien. J'en sais rien et j'ai même pas envie de commencer à y réfléchir. Pour moi, le meilleur catcheur en ce moment à la WWE, c'est Mustafa Ali. C'est celui qui a les meilleurs promos. C'est celui qui est le plus investi dans son personnage, qui me convainc le plus de son personnage et qui, évidemment, in-ring est incroyable. Mais ça fait partie de son package. Je veux dire, Ricochet est très bon in-ring. Si tu veux des noms, je t'en donne. Daniel Bryan, il est génial. Cesaro, il est génial. Roman Reigns, in-ring, il est moins bon, mais il a un personnage tellement différent, quoi, tellement énorme, que tu vois, ça me semble... Enfin, bref. Je pense que je me suis fait comprendre. Walter, il est génial. Tyler Bate, il est génial. Je peux pas les départager. Je peux pas les départager purement sur ce qu'ils font, sur le ring. Les trois quarts du roster de 205 Live est génial. 90% du roster de NXT, ils sont géniaux. Donc voilà, je suis désolé, je peux pas répondre à ta question parce que j'ai du mal à appréhender la question. Pipoussaya me demande, question globale avant les Go Home Show. Qui pour gagner les Rumble? Il y a des graines et des graines et des favoris, mais pas de gagnants obvious. Putain, il y a deux trucs qui m'énervent dans le parler, internet. Utiliser un mot anglais quand on a un mot français qui est juste à côté, qui est parfaitement convenable, et ne pas faire de phrase. Ça, c'est autre chose qui me... Genre, les gens qui me disent un 50-50 sur Blade Runner? Est-ce que ça serait une bonne idée? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je prévois de le faire? Est-ce que... Voilà, c'est des trucs qui me... Voilà. On n'a pas de winner obvious, non. Comme on a pu avoir ces last years. Donc, t'es curieuse de savoir mes pronostics about it. Alors, mes pronostics, je vous les donnerai dans une vidéo à part. Je pense que je la ferai en live et que je la publierai après sur Linksoft en public. Pour moi, le Rumble masculin, ça va être Brock Lesnar. Je suis même assez confiant. Je suis partagé parce que ça fait 3 ans de suite qu'ils nous servent un gagnant du Rumble qui est pas décevant. Ça a commencé avec Shinsuke Nakamura qui était plus que pas décevant, qui était inespéré. C'est un peu comme si Aleister Black gagnait le Rumble 2021. Ensuite, on a eu Seth Rollins qui était un peu attendu, mais quand même très très cool. Et l'année dernière, on a eu Drew McIntyre qui était absolument génial. Donc cette année, j'ai tendance à me dire, ça fait 3 ans qu'ils font ce qu'on veut. Est-ce qu'ils vont pas profiter du fait qu'il n'y ait pas de public pour se dire, hey, on va mettre Brock Lesnar, et puis en plus, on va demander aux gars à la régie de dire, ouais, bravo, bravo Brock Lesnar, bravo, bravo. Pour qu'on ait un match retour, Drew McIntyre contre Brock Lesnar, peut-être. Donc moi, ça me branche pas du tout, mais je pense qu'on peut se diriger vers ça. Côté féminin, c'est quoi? Je vais rester dans cette lignée-là. Charlotte gagne le Rumble féminin pour aller affronter Asuka à WrestleMania. Et gagner, évidemment. Voilà. c'est pas très optimiste comme pronostic, mais c'est ce qui me semble... ça me semble plausible. Si tu veux des pronostics optimistes, allez, on va dire Daniel Bryan pour le Rumble masculin et Rhea Ripley pour le Rumble féminin. Et qui va affronter Charlotte Flair d'une façon ou d'une autre. Soit Charlotte Flair devient championne, soit Rhea Ripley dit, et ce serait très classe, dit je veux pas affronter quelqu'un qui a une ceinture, je veux affronter Charlotte Flair. Quelque part, Charlotte Flair est championne par équipe.
Il y a peut-être moyen de faire rentrer ça là-dedans. Enfin voilà, moi je trouverais ça très très cool. Et dernière question de Loulou-Mama8. Salut Lynx, tu connais André the Giant? Bien sûr, je connais André the Giant. Pas personnellement, hein, évidemment. Mais bien sûr que je le connais, c'est un très, c'est un très grand catcheur. Oui, 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 oui. Oui. Pour ceux qui connaissent pas André le Géant. Ouais, peu de gens qui connaissent pas André le Géant, mais voilà, c'était un très grand catcheur des années 80, je dirais. Il a catché aussi avant les années 80, mais il est devenu très connu dans les années 80. Oui, parce qu'il catchait pour la WWF. Il était français. Il était grenoblois, pour être précis. C'est lui qui joue Fezzik dans Princess Bride. Et il était atteint de mégalomanie, mais n'importe quoi, d'acromégalie. Quintax, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'écrire des messages? Quintax, il me dit, il y a une vidéo de Squeezie qui est sortie sur lui il n'y a pas longtemps. Je demande à Quintax de me passer les questions pour pas que je sois distrait par le chat, et le gars, il me parle. Il me parle dans le document. Et puis pour me parler des vidéos de Squeezie, d'accord. Donc voilà, c'était un grand Noblois il a été très très connu dans les années 80, notamment pour le main event de WrestleMania 3 où Hulk Hogan l'a battu en lui faisant un body slam, et la WWF à l'époque a prétendu que c'était jamais arrivé, que personne n'avait jamais réussi à soulever André the Giant, ce qui était faux évidemment. Il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà réussi, notamment Hulk Hogan lui-même. Bref, oui, André le Géant. André le Géant est une légende du catch d'une façon générale, et de la WWF en particulier. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous êtes encore 137, c'est vraiment très très cool. Si jamais ça vous a plu, je fais des lives les mardis, jeudis et samedi midi. Mardi, mardi, on parle de Raw, qui est un show qui est un peu à chier en ce moment. Cette semaine, c'est allé. Mais globalement, si vous n'avez pas peur de me voir râler, venez me voir mardi midi. Suivez la chaîne, vous aurez une notification quand je suis en live de toute façon, ou rejoignez-nous sur le Discord, vous aurez également une notification. Le jeudi, on parle de NXT et AEW Dynamite, qui sont typiquement les deux meilleurs shows de la semaine en général, et cette semaine ça n'a pas manqué. Et donc le samedi, comme on vient de le faire là, on parle de 205 Live, de NXT UK, la branche européenne de la WWE, et de SmackDown. Je vais uploader les replays des lives sur Linksoft en non répertorié dans une playlist dont le lien doit être trouvable très facilement. Voilà, si vous demandez à quelqu'un, il se fera un plaisir de vous donner le lien en message privé, parce que vous ne pouvez pas poster le lien sur le chat. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais peut-être les publier en public, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que Linksoft, si j'ai créé Linksoft, c'est pour pouvoir publier ce que je veux dessus. Et le public que j'ai l'intention de ne pas noyer, c'est celui de Link the Sun. Sur Linksoft, je vous noie sous ce que je veux, en théorie. Donc je vais peut-être les passer en public, je vais y réfléchir. Je vais voir si ça a un impact trop négatif sur le public, si trop de gens commencent à dire « Ah, que du catch, que du catch ». On verra. D'ici là, bon, on se revoit mardi pour le Go Home Show de Raw. Un Go Home Show, c'est le dernier show avant un PPV, et il me semble que la semaine prochaine, c'est le Go Home Show de Raw, avant le Royal Rumble la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon appétit à ceux qui vont manger, c'est mon cas. Et soyez bienveillants les uns envers les autres, et passez une très bonne fin de journée. Salut tout le monde.